Il est facile de regarder le monde médiéval et de le voir comme totalement étranger à celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de choses qui étaient considérées comme acceptables et même plaisantes à l'époque horrifieraient les gens civilisés du XXIe siècle. Voyageons maintenant dans le temps jusqu'au Moyen Âge et examinons certains comportements qui ne sont plus considérés comme appropriés aujourd'hui. Bienvenue à la folie médiévale. Une veine méchante. Il n'est pas faux de croire qu'une veine de violence traversait le monde médiéval. Après tout, il y avait généralement une guerre en cours entre une faction ou une autre, et ce sont les hommes communs qui constituaient la majeure partie d'une armée. Il est donc prévu que la plupart des hommes pouvaient et se battraient quand ils en avaient besoin, et beaucoup étaient adeptes du tir à l'arc et de l'escrime. Presque tout le monde voyageait avec une épée ou un couteau pour se défendre. En Europe, il y avait d'immenses étendues de campagnes et de forêts entre des villes et des villages isolés où des bandes d'hommes pouvaient se promener commettant des vols, des viols et des meurtres, pour la plupart impunis. Aux frontières du pays de Galles et de l'Écosse, les hommes étaient souvent contraints de protéger leurs maisons contre les invasions. Associé à un manque de police et à une absence générale de loi, a créé une société médiévale effrayée, méfiante et violente, dont le besoin de préservation de soi a créé une veine de violence large d'1 kilomètre. Il n'est pas étonnant que les victimes des criminels médiévaux souhaitaient leur infliger les châtiments les plus atroces. Les autorités médiévales ont répondu à ces attentes en prononçant des sentences comme la flagellation, le marquage, la mutilation, la pendaison, voire la brûlure ou l'ébullition vivante. Aujourd'hui, nous comprenons que plus le crime est odieux, plus la peine de prison devrait être longue. Mais pour les médiévaux, une peine de prison n'était pas suffisante. Ils ne ressentaient aucune culpabilité à infliger de la douleur aux animaux, aux serviteurs ou aux enfants. La plupart des gens appréciaient la chasse à l'ours et la tauromachie, où des ours et des taureaux enchaînés étaient battus avec des bâtons et attaqués par de grands chiens de guerre tels que les mastifs et les alans, aujourd'hui disparus. Le combat de coq était considéré comme un jeu adapté aux enfants, aimé à la fois par les garçons et les filles. Traditionnellement, les concours avaient lieu le mardi gras, et les enfants demandaient aux adultes de parier sur l'oiseau gagnant. Les enfants appréciaient également le jeu appelé taquinerie de coq, qui consistait à lancer des bâtons et pierres sur un poulet attaché. En fait, au Moyen Âge, il semblait que tout passe-temps qui impliquait beaucoup de douleur, de sang et de carnage était populaire. Blagues malsaines. Et cette cruauté débordait également dans leur sens de l'humour. Inutile de dire, ils n'étaient pas toujours politiquement corrects en faisant des blagues, comme nous le verrons avec la suivante. Ils semblent prendre un grand plaisir dans la douleur et le malheur des autres. Un marchand demande à un autre « Es-tu marié ?» Le second marchand répond « J'ai eu 3 femmes, mais toutes les 3 se sont pendues à un arbre dans le jardin. » Le premier marchand répond rapidement « Prie pour me donner une bouture de cet arbre miraculeux. » En plus de raconter des blagues douteuses, les hommes et les femmes du Moyen Âge adoraient aussi les farces pratiques et prenaient un grand plaisir à voir les gens se blesser. À Octide, le lundi et mardi de la 2e semaine de Pâques, la tradition était de capturer des gens et les retenir jusqu'à paiement d'une rançon. Cette somme était donnée à l'Église. Les femmes capturaient des hommes le lundi et les hommes capturaient des femmes le mardi. Il est facile de voir comment ce type de comportement pourrait rapidement devenir violent et sexuellement agressif. Une corde pourrait être disposée sur le sol pour capturer tout passant insouciant qui serait hissé par les chevilles, subissant souvent une blessure grave en se cognant la tête sur le sol pendant le processus. Tout témoin de ce spectacle embarrassant le trouverait probablement hilarant. Même les médiévaux pensaient que la tradition du hawking pourrait aller un peu trop loin. Le maire de Londres a interdit l'activité entre 1406 et 1419. Elle a été interdite en 1446 lors de la visite de la reine Margaret à la ville, jugée trop inappropriée et violente. Un autre sport impliquant ce que nous considérerions maintenant comme une activité sexuelle non désirée était le jeu du axe oud. Cette tradition se déroulait le 6 janvier, le 12e jour de Noël, et remonte probablement au milieu du XIVe siècle, sinon plus tôt. Cela impliquait qu'un homme joue le rôle d'un fou et embrasse de force toute femme qu'il rencontrait, qu'elle soit mariée ou non. Cela se terminait avec plus de cruauté lorsque le fou était attaché à la branche d'un arbre, au-dessus d'un feu et gravement brûlé pour ses exubérances passionnées. Shakespeare a dit que les rois sont les faiseurs de manières, et si le peuple commun suivait les comportements du roi Édouard II, alors il n'est pas difficile de comprendre pourquoi leur sens de l'humour était si tordu. Un jour, le roi se promenait sur la route quand il remarqua que l'un de ses employés, un travailleur de cuisine nommé Maurice, était tombé de son cheval. L'homme peine à remonter,
et il devient évident que quelque chose ne va pas du tout chez lui, et il tombe de nouveau de sa monture. Au lieu d'envoyer un des autres serviteurs aider le pauvre homme, le roi rit si fort que des larmes coulent sur son visage. Il accorde même à l'homme un salaire d'1 an, non pas pour aider Maurice à chercher de l'aide médicale et à se rétablir, mais simplement parce que l'homme l'a fait rire tellement. Familles heureuses. Un dialogue du Moyen Âge déclare, je cite, « Si vous avez des enfants, corrigez-les avec la verge et instruisez-les de bonne manière tout le temps qu'ils sont jeunes. » Bien qu'il soit maintenant considéré comme approprié pour un père d'être patient et gentil, pour les médiévaux, un père indulgent était considéré comme négligent, tandis que l'homme qui battait son enfant chaque fois que l'occasion se présentait était un bon père. Chaque correction était vue comme une occasion d'inculquer à l'enfant la peur de transgresser les règles. Vous devez vous rappeler qu'à cette époque, un enfant aussi jeune que 7 ans pouvait être pendu en tant que voleur, étant également censé punir physiquement leur progéniture. Écrit au XIVe siècle, le poème éducatif « Comment la bonne femme a enseigné sa fille » recommande que, je cite, « Si votre enfant est rebelle et ne veut pas se soumettre, ou si l'un d'eux se comporte mal, alors une mère ne devrait pas les maudire, mais prendre une tige aiguisée et les battre à la chaîne jusqu'à ce qu'ils crient grâce et prennent conscience de leur culpabilité. » Pour les médiévaux, accepter le fait que leur enfant puisse mourir, probablement même avant son premier anniversaire, car le taux de mortalité infantile était si élevé, même pour la royauté, les mettrait en net contraste avec les parents d'aujourd'hui. William de Windsor, 5e fils d'Édouard III d'Angleterre, est mort à 3 mois et a été enterré en septembre 1348. Humphrey de Bourbon est décédé à l'âge de 6 semaines, et sa sœur aînée est décédée 1 an plus tard, en 1304. Ils étaient tous deux petits-enfants d'Édouard Ier. Même avec un amour, des soins et une attention constants, l'argent n'était pas un bouclier contre les accidents et les maladies en matière de protection de l'enfance. Dans les foyers aisés, les enfants étaient rarement élevés par leurs parents dès la naissance. Ils étaient confiés à une nourrice et avaient un foyer séparé, ne voyant presque jamais leur mère et leur père. Un berceur ou une berceuse serait employé et avait pour seul but de bercer le précieux bébé pour l'endormir, ce qui semblait être un travail trop difficile pour de nombreux parents aisés. Dans leurs ordonnances domestiques de 1493, la famille Percy, comte de Northumberland, assez fortunée, indique avoir engagé une nourrice et 4 berceurs. Lorsqu'il était temps de sevrer un bébé pour passer à la nourriture solide, les médiévaux utilisaient une méthode que la plupart d'entre nous trouveraient assez dégoûtante aujourd'hui. Aujourd'hui, le sevrage peut avoir lieu à tout moment entre l'âge d'1 à 3 ans, mais les enfants médiévaux mangeaient encore de la nourriture pour bébés jusqu'à l'âge de 7 ans, lorsqu'ils étaient introduits à un régime plus adulte. Les bébés médiévaux étaient souvent allaités beaucoup plus longtemps que ce que nous trouverions habituel aujourd'hui, certains bien après leur 3e anniversaire. La nourriture pour bébé doit être douce et pâteuse pour que le nourrisson ne s'étouffe pas, et il n'y avait pas de pot de nourriture pour bébé prête à l'emploi ou de mixeur au Moyen-Âge. Ainsi, les mères ou la nourrice, si la maison était riche, prémâchèrent la nourriture avant de la recracher et de la donner à l'enfant. Il n'est donc pas surprenant que les maladies se propageaient si facilement et que le taux de mortalité était si élevé. Plus tard, un enfant passerait à la bouillie, qui était du pain ramolli trempé dans du lait, du jaune d'œuf ou du bouillon. Apparemment inconscient des dangers de la strangulation, mettre un amulette ou un collier autour du cou d'un bébé ou d'un enfant était également une chose. Apparemment, cela les protégeait des esprits maléfiques, pas que cela aurait vraiment d'importance s'ils étaient lentement étranglés à mort dans leur sommeil. Ils grandissent si vite. Si les petits garçons pouvaient éviter de mourir avant leur 7e anniversaire, alors ils seraient été considérés comme assez âgés pour travailler. Au Moyen Âge, être trentenaire était considéré comme d'âge moyen, et dans certaines villes, on pouvait être juré dès 12 ans. Ils pouvaient se marier à partir de l'âge de 14 ans et servir dans l'armée juste 1 an plus tard. Les nobles étaient souvent nommés à des postes élevés à un très jeune âge. En 1346, lors de la bataille de Crécy, Édouard le Prince Noir, fils du roi Édouard III, a pris le commandement de la première ligne à seulement 16 ans. Le roi Édouard lui-même a mené une armée au combat contre les Écossais à l'âge de seulement 20 ans. Il est ridicule de penser qu'un jeune de 16 ans serait mis à la tête d'une armée en temps de guerre aujourd'hui. Pour les femmes, leur âge moyen aurait été atteint lorsqu'elles avaient environ 25 ans, car une femme dans la trentaine était considérée comme vieillissante. Les enfants étaient couramment fiancés. Nombreuses filles se mariaient à 12 ans, et contrairement à l'Europe moderne, la grossesse adolescente était vivement encouragée. Lady Margaret Beaufort, mère du roi Henri VII, s'est mariée en 1455, quelque part, entre l'âge de 1 et 3 ans, s'est remariée à l'âge de 12 ans à un homme de 12 ans, son aîné, et a donné naissance à Henri à seulement 13 ans. Cécile de France, fille de Philippe Ier, s'est mariée à Tancrède,
prince de Galilée, en 1106. Il avait 30 ans et elle n'avait que 8 ans. Les garçons étaient également mariés jeunes. Venceslas II de Bohême a épousé Judith de Habsbourg en 1285, alors qu'ils avaient tous deux 13 ans. La plupart des familles trouvaient très inapproprié d'éduquer leurs filles. Il y avait des écoles de cathédrale et des écoles de grammaire pour les garçons, dont les parents pouvaient se permettre de payer pour une éducation. Pour ceux qui travaillaient sur la terre, on s'attendait à ce que les garçons rejoignent leur père sur le terrain à l'âge de 7 ans, et les filles aideraient leur mère avec les tâches ménagères. La majorité des enfants commençaient leur apprentissage à 12 ans. Vivant dans le ménage de leur maître, ils se voyaient fournir un lit, de la nourriture et des vêtements. Le châtiment corporel était généralement accepté pour les adultes comme pour les enfants. Les coups, les flagellations et les fouettements n'étaient pas rares pour le transgresseur. Même aux plus hauts niveaux sociaux, les enfants étaient envoyés dans d'autres ménages. Le fils d'un chevalier était souvent envoyé pour terminer sa formation chez un autre chevalier qui devait s'assurer que le garçon était bien éduqué en combat physique et en tactique militaire. Et il serait également responsable de la discipline de l'enfant. Il est dur d'imaginer un parent actuel laisser son enfant vivre avec une autre famille pendant des années. Encore moins leur autoriser à le punir comme il le juge nécessaire. Merci d'avoir vu l'épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. J'attends vos avis et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une excellente semaine à la vôtre.